Où s'expatrier quand on est trader indépendant, qu'on veut devenir trader indépendant, au niveau de la fiscalité, au niveau du niveau de vie, de la sécurité, des réseaux, des contacts. Je pense que reste une très bonne première option. Dans les probabilités, tu as plus de chances de gagner que de perdre, c'est factuel. ICT c'était pareil, c'est du marketing, SMC c'est du marketing, tout est du marketing. Pourquoi je vends des formations si le trading me rapporte assez finalement? Exactement, c'est ça la question. Selon nous, c'est possible de vivre du trading uniquement grâce au Propium. T'avais à peine quelques milliers sur un compte et tu t'es déjà expatrié, alors qu'il y en a qui vont attendre de faire 10 000 € par mois. Est-ce que selon toi, c'est obligé de faire de l'analyse fondamentale dans ton trading pour être rentable sur le long terme? Ok, du coup, deuxième podcast. Donc, on va faire la suite. Alors, on aurait aimé avoir les retours du premier podcast qu'on avait fait ensemble, mais qui n'est pas encore upload. Et sachant que tu restes pas énormément de temps encore à Dubaï, on s'est dit que c'était pertinent d'en tourner un deuxième et potentiellement un troisième quand on aura les retours du premier. En vrai, j'ai bon espoir que le premier, comme je te l'expliquais, fasse de bons retours. Donc, on a décidé d'en tourner un deuxième où cette fois-ci, on va un peu plus parler de trading. Donc, je vais expliquer un petit peu le concept de ce podcast. C'est pas vraiment un podcast où on va juste discuter comme d'habitude. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a noté plusieurs questions. Les questions qui sont celles qu'on nous pose le plus souvent et surtout les questions les plus pertinentes en fait par rapport à celles qu'on peut nous poser, parce qu'habituellement c'est toujours les mêmes, mais c'est des questions généralement qui concernent surtout les débutants. Et donc là, on va avoir les questions les plus pertinentes, selon nous en tout cas, qui concernent en tout cas exclusivement le trading, parce que la dernière fois, on n'avait pas beaucoup parlé de trading, mais surtout ton histoire. Mais en vrai, c'était trop intéressant. Donc, écoute, je pense qu'il n'y a pas besoin de se présenter. Pour ceux qui veulent voir un petit peu, savoir en tout cas qui on est, etc., on les invite, te concernant en tout cas, à regarder du coup le premier podcast qu'on avait tourné. Et puis let's go sur la première question. Trop bien. Ouais. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Nouveau podcast. Et du coup, première question, c'était où s'expatrier quand on est trader indépendant, qu'on veut devenir trader indépendant, au niveau de la fiscalité, au niveau du niveau de vie, de la sécurité, des réseaux, des contacts. Ouais. Dis-moi tout. Alors, c'est une question qu'on nous pose beaucoup, en vrai, qui est pertinente dans le sens où, bon, premièrement, pour moi, très tôt, je me suis expatrié déjà dans plusieurs pays différents en tant que trader indépendant. Donc, me concernant, alors si déjà je pense que la première partie de la question à laquelle répondre surtout, c'est quand s'expatrier, quand on est trader indépendant. Parce que où s'expatrier, je pense pas que ce soit la question la plus compliquée. Puis personnellement, j'y avais déjà répondu surtout dans quelques autres vidéos. Je pense que Malte, étant donné aussi que c'est ma première expérience d'expatriation avec le trading, et comme ça s'est aussi super bien passé, je pense que c'est l'une des meilleures destinations avec le coût de vie. Il me semble que tu es déjà allé à Malte, même en vacances? Jamais, non Okay. Pas pour le moment. Ok, bon, le coût de vie de manière générale n'est pas spécifiquement très cher. Les loyers non plus sont pas chers. Je pense que Dubaï reste quand même très dangereux pour s'expatrier uniquement quand on commence à faire des premiers bénéfices avec le trading, étant donné qu'il y a toujours cette variation du fait que tu peux faire des mois avec des gros rendements et des mois où tu vas être potentiellement en drawdown. Donc je pense que Dubaï, c'est vraiment trop dangereux, surtout au début, surtout quand tu commences à faire les premières sommes, etc. Mis à part évidemment si tu as un capital de on ne sait pas combien de millions avec les props ou peu importe. On va en parler d'ailleurs des propres firmes. Mais personnellement, je pense que Malte reste une très bonne première option pour répondre dans un premier temps à la question. Toi, est-ce que tu auras un mot à dire sur le sujet en question, sachant que toi, pour le moment, tu es encore établi en France? Est-ce que tu avais déjà regardé les pays de ton côté sur lesquels tu pouvais t'expatrier avant de commencer évidemment par Dubaï du coup? Ouais, 100%. Je pense qu'une des graves erreurs que les gens font quand ils cherchent à s'expatrier, se lancer dans le domaine et voilà, se poser à un endroit, c'est regarder la fiscalité. C'est une erreur parce que la plupart des gens, c'est assez prématuré et du coup on se pose des questions de fiscalité alors qu'on fait même pas 5 000 € par mois. Ça fait pas sens. Je pense que c'est une question qui est ultra importante, la fiscalité. Être dans la légalité, c'est je pense même le plus important d'ailleurs. Évidemment. Mais c'est une question qui vient après et il y a des gens, ils sont même pas financés. Ils ont jamais passé de compte et là ils se disent faut vite que je crée ma société. Allez-y chill, étape par étape. Donc le plus important, c'est pas réfléchir à la fiscalité, je pense que c'est réfléchir au cadre de vie, au niveau de vie. Donc ça va être plutôt des pays qui sont un peu plus bas. Et quitte à avoir une fiscalité moins avantageuse, vaut mieux aller dans des pays qui sont un peu moins chers, type Thaïlande, Bali, Vietnam. Ouais. C'est des choses qui font beaucoup plus sens selon moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'Asie, c'est une bonne option. Le seul problème, c'est qu'il y a un décalage horaire qui est quand même assez important. Donc quand tu es trader indépendant, étant donné qu'on va trader les sessions, l'Asie, ça peut être un décalage qui est quand même assez important. Je crois qu'il y a 6 heures de décalage suivant le pays sur lequel tu es, mais c'est entre 6 et 8 heures de décalage qui est quand même vraiment pas mal. Donc en vrai c'est une option, mais on va dire qu'il faut que tu t'adaptes évidemment à ton trading en fonction de là où tu vas t'expatrier. L'Asie, ça fait quand même un peu loin. Là où Malte
est une très bonne option selon moi. Pour dire en vrai concrètement les termes, c'est parce que comme tu le dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est vraiment très important de se concentrer dans un premier temps sur l'aspect fiscalité, se déclarer, créer la société quand tu vas faire tes premiers gains, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, on va dire les choses clairement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration fiscale française te laisse toujours quelques mois pour t'établir, pour commencer à créer ta structure, pour te mettre en gros dans la légalité, parce qu'évidemment, quand tu fais de l'e-com, quand tu fais du trading, quand tu fais n'importe quel business, tout le monde sait que des fois, ça peut tomber vraiment du jour au lendemain. Tu peux faire une très grosse somme très rapidement. Quand tu es dans les cryptos, par exemple, ou peu importe le business que tu vas faire, tu peux faire des sommes très rapidement. Donc, évidemment, au début, tu n'as pas spécifiquement le temps de t'organiser, de créer ta société, de te déclarer, etc. Quand ça tombe du jour au lendemain, tu vois, il te faut bien un peu de temps. Et donc, ça, l'administration fiscale française le sait. Tu as toujours un petit peu de temps. Il me semble, si je ne dis pas n'importe quoi, que c'est 3 mois pour te mettre en règle. Ce qui est bien à Malte, donc ça, c'est concernant la France. Je ne vais pas continuer ou aller plus loin sur la France parce que personnellement, je me suis expatrié très tôt. Tu vois, quand j'étais sur la fin de mes 18 ans, j'ai jamais travaillé en France, etc. Donc je ne m'y connais pas très bien sur le système fiscal français. Mais concernant Malte, on ne va pas se mentir non plus, c'est un paradis fiscal. C'est clairement un paradis fiscal. Il y a très peu de contrôle fiscal à Malte. C'est pour ça que pour moi, c'est un bon premier pays pour commencer à se mettre dans le bain de l'entrepreneuriat. Tu peux arriver à Malte et te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, c'est très facile. Malte, ils n'aiment pas les papiers. Très rapidement, tu vas pouvoir faire les premières démarches pour avoir ton premier appartement, pour te mettre en situation d'auto-entrepreneur. Là-bas, ils appellent ça le self-sufficience, qui est l'équivalent du statut d'auto-entrepreneur en France, et commencer à faire ton activité, déclarer tous les ans, etc. Mais la fiscalité est vraiment très souple à Malte. Si tu fais pas les choses chirurgicalement, on va dire que si tu laisses un petit peu des choses traîner à droite à gauche, etc., tu n'auras pas le fisc qui va venir taper à ta porte à 6h du mat. Là-bas, c'est des trucs qui n'arrivent pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est l'un des meilleurs premiers pays, surtout parce que c'est aussi à côté de la France, pour s'expatrier. Est-ce que du coup, on peut prendre 2-3 minutes pour répondre à la question de quand s'expatrier, quand on est trader indépendant? Quand est-ce que tu penses, toi, que c'est pertinent de s'expatrier quand on est trader indépendant? Je pense déjà que il n'y a jamais de réponse de vérité toute faite, de réponse typique. Ça va être principalement du cas par cas. Ouais. La première notion, ça va être votre niveau de risque. En fait, il y a des gens, voilà, tu en avais parlé dans une des vidéos où tu présentais un peu ton histoire. Tu avais à peine quelques milliers sur un compte et tu t'es déjà expatrié, alors qu'il y en a qui vont attendre de faire 10 000 euros par mois. Tu avais une notion de ton risque, c'est comme en trading, qui était différente de la plupart des gens. Donc déjà, ça va être votre niveau de risque. Mais peu importe le niveau de risque, il faut quand même une situation qui reste stable. Donc il faut un confort, il faut pouvoir subvenir, je pense, minimum à 6 mois dans ce même pays, minimum 6 mois de capital que vous avez en épargne X, Y, Z, au cas où, comme ça vous pouvez vous refaire, trouver un travail, lancer un petit business à côté, si jamais le trading ça prend pas plus que ça. Donc all-in pas, tu vas juste perdre du temps, de l'argent, c'est pas l'idée évidemment, le but c'est quand même gagner du temps, le fait de s'expatrier c'est quand même gagner du temps. Ouais. Donc s'expatrier dans les mauvaises conditions, tu vas juste perdre du temps. Ne t'expatrie pas par ego également. Beaucoup de gens s'expatrient par ego parce que c'est pas stylé d'être en France, c'est stylé d'être à Dubaï et au final ils vont juste revenir en France sans argent en perdant du temps. Donc je pense que c'est une question de timing, une question de ton niveau au risque, mais il faut toujours avoir un capital de côté et des revenus. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que ça dépend beaucoup de ta propre situation. Ouais. Évidemment, si tu as 0 d'épargne, que tu as un petit capital ou alors même que tu viens de te faire financer, ne t'expatrie pas. Tu vois. Bon, déjà, dans un premier temps, évidemment, la base des bases, c'est d'évaluer tes propres performances. Ouais. Si tu n'as pas la capacité de faire des rendements qui sont intéressants et que tu n'as pas pu les évaluer au moins sur 6 mois, 1 an, je pense que la première chose à faire, et j'en suis même sûr, c'est d'abord d'évaluer ta capacité à générer de l'argent en trading. Et quand tu sais que tu as de bonnes performances, ensuite tu peux rapidement faire des prévisions en fonction de combien de capital tu vas avoir. Et en l'occurrence, si tu commences à faire des sommes intéressantes grâce au challenge que tu as pu développer ton compte propre ou que tu as pu développer un compte en propre firme et que tu es capable d'évaluer tes propres performances, là je pense qu'à partir de là, ça peut être pertinent de s'expatrier. Dans un pays en tout cas qui ne coûte pas spécifiquement cher, le temps de se laisser justement construire un capital qui va être plus conséquent, qui va permettre de couvrir aussi les périodes de drawdown qui vont pas être assez suffisantes pour parvenir à tes besoins. C'est bien d'avoir, je pense que le plus important, c'est d'avoir un capital justement qui va te suffire à couvrir ces périodes où tu vas avoir des mois qui vont être plus compliqués. Par exemple, tu peux faire des mois, tu vois, avec 1% de rendement, 0% de rendement, tu n'as eu que des break-even, peu importe. Je pense que c'est bien d'avoir un capital qui est assez conséquent où les mois où tu vas faire du bénéfice, ils soient assez suffisants pour couvrir justement les mois. Donc, si on doit donner des chiffres concrètement, je dirais dire
tu peux vraiment penser à t'expatrier à Dubaï quand tu commences à faire des mois plus de 10 000 euros déjà et que ça t'a pas demandé de faire un rendement ou de risquer plus de 10% de ta position, tu vois, sur un trade. Ce qui en soi avec les prop firms peut être un gros accélérateur. D'ailleurs, on va en parler sur la question juste après. Puis on va pas s'éterniser parce qu'on a beaucoup de questions et moi je pourrais t'enchaîner tout un podcast, je pense, sur chacune des questions. Évidemment. Donc ouais, si t'as rien à ajouter, prochaine question. Non, c'est good. Prochaine question. Ouais. Du coup, prochaine question. Est-ce que, selon toi, selon nous, c'est possible de vivre du trading uniquement grâce aux prop firms? Moi, je pense que les prop firms, il faut déjà le voir plus comme un business. Il faut mettre de côté un peu l'ego du trader de faut que je fasse les choses bien. L'objectif en trading, on est venu pour ça, c'est faire de l'argent. Donc, si tu peux avoir des shortcuts, passer tes prop firms à 2-3% de risque pour accélérer le truc, nanana, je pense que c'est quelque chose qui fait sens. Il faut arrêter de faire le trader, tu vois, mentalité trading et tout, et pas mentalité entrepreneur. C'est important aussi de faire de l'argent. Passer 6 mois sur un challenge, par exemple, ça fait pas sens. Et du point de vue des prop firms, uniquement des prop firms, je pense que c'est possible, mais c'est bien plus complexe que la plupart des gens le pensent, Ouais. étant donné qu'en fait, on se rend pas compte, mais une prop firm, ça tient à rien. C'est littéralement un fil. On l'avait vu avec MFF, donc un des gros leaders du marché qui s'était écroulé, et il y avait des gens qui avaient 400K, 500K, 600K de financement. D'un coup, boum, ils n'ont plus aucun financement. Donc en vrai, ça tient à un fil, les prop firms. Donc à la fois, tu peux faire des mois à 5, 10, 15K, c'est incroyable, mais à tout moment, il y a une petite règle comme ça, ou une petite position qui te nique tout ton compte, et là, tu pars de faire un mois à 15K, boum, tu fais 0, et là, tu n'as plus aucun revenu. Qu'en compte propre, c'est pas du tout pareil. Donc est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est beaucoup trop dangereux et donc pas périn au long terme? Oui également. Donc je pense qu'il faut vraiment s'en servir comme levier principalement, alimenter un compte réel. Mais par contre, à terme, ne pas compter sur ça parce que tu vas avoir une pression constante de dire ok, je dépends de la société. Si la société a crash, j'ai plus de compte. Ouais. Ok, à tout moment, il y a une règle que je respecte pas. Et boum, le compte est crame. Donc dis-moi ce que tu en penses par rapport à ça. Ouais, je suis à peu près d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que la majorité des gens font l'erreur d'utiliser les prop firms comme un moyen de leur apporter plus d'argent directement avec les payouts, de faire directement des retraits, de vivre du trading uniquement grâce aux prop firms, alors que je pense que les prop firms doivent être un levier pour monter ton propre compte personnel qui va lui te servir à faire des retraits et à vivre du trading de manière générale. Je pense que les prop firms, tu dois pas compter, comme tu le dis, ça tient un fil, mais au-delà de la prop firm en question, ça tient un fil aussi dans le sens où c'est des règles qui se sont imposées et à tout moment tu peux avoir des périodes de drawdown, tu peux avoir des choses qui vont être contre les règles qui sont imposées par la prop firm et te faire cramer ton compte que tu as monté depuis déjà 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Donc pour moi, je trouve ça vraiment trop risqué de compter uniquement sur les prop firms pour pouvoir vivre du trading. Par contre, je pense que là où elles sont un levier énorme, c'est qu'elles te permettent d'augmenter ton capital pour ton compte propre. Mais il ne faut pas se méprendre. Je pense qu'un mec qui n'est pas rentable, enfin j'en suis sûr, un mec qui n'est pas rentable en compte propre ne sera jamais rentable en propre firme. Jamais. Parce que si déjà tu n'arrives pas à survivre dans un environnement où tu n'as aucune condition qui t'est imposée, avec des conditions imposées qui sont de plus, pas des conditions qui sont faites pour faire perdurer les traders. Il faut rappeler aussi que le business des propres firmes, ça reste quand même de faire perdre les traders. Parce que contrairement aux brokers, qui ne prennent pas, contrairement à ce que les gens peuvent penser, les revenus sur les pertes des traders. Ils vivent grâce aux commissions, donc ils ont un intérêt à ce que le trader reste sur le long terme avec eux. Les prop firms, elles, vivent uniquement de ces traders qui... Alors les payouts, je t'en parle pas, hein, ça représente 0,05%. Les revenus des payouts des traders, ça représente vraiment une très petite partie des prop firms. Leurs vrais bénéfices, ils les font quand même sur les achats des challenges. Donc c'est difficile d'imaginer que tu vas évoluer dans un environnement où la plateforme, ou en tout cas la société avec laquelle tu travailles, son objectif c'est que tu perdes. Donc c'est très dur déjà de penser que tu vas pouvoir évoluer dans cet environnement. Je pense que c'est pas une bonne option. Mais par contre, je pense que c'est un levier qui est absolument colossal. Je me souviens qu'à l'époque, pour se faire financer, c'était beaucoup plus compliqué que ça. On en reparlera peut-être dans un podcast, mais là en l'occurrence je trouve que c'est un levier qui est colossal et c'est dommage de ne pas en profiter quand même pour se faire financer justement et puis pour pouvoir faire des sommes qui vont te permettre par la suite de développer ton propre compte propre. Ouais, mon avis par rapport à ça c'est que ce qui va t'amener du point A au point B n'est pas forcément ce qui va t'amener du point B au point C, et l'erreur que la plupart des débutants font c'est voir les prop firms comme une finalité. Ouais. Ok, je vais débloquer mes comptes propres firmes, 100K, 200, 500K, peu importe, et je vais voyager, vivre, nanana. Mais non, là, tu as fait le point B, tu es encore au début en fait, et tant que tu n'as pas vraiment un compte réel avec plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros dessus, tu ne seras jamais dans cette plénitude dans ton trading parce que tu auras toujours ces fameuses règles qui peuvent sauter ton compte à chaque fois et tu ne peux pas miser là-dessus si tu veux vraiment être serein dans ton trading. Je pense que la qualité première d'un trader rentable long terme, c'est d'être serein dans son trading, d'être posé. Donc, il ne faut pas voir comme
faut pas voir ça comme une finalité, mais voir ça plutôt Ouais. comme un véhicule de déplacement plus rapide, Totalement, ouais. mais que tu vas dans tous les cas lâcher au bout d'un moment. C'est vraiment important. Ouais, je suis totalement d'accord. Prochaine question. On en a pas mal. On va essayer de ne pas s'éterniser sur les questions parce qu'en vrai, on pourrait toujours en dire plus. Prochaine question qu'on va aborder, je vais te poser la question. Pourquoi, Gaël, tu ne fais pas uniquement du trading et tu as d'autres activités en parallèle? C'est fou ça quand même. On se pose tous la question. Pourquoi moi aussi j'ai d'autres activités en parallèle? Pourquoi je vends des formations si le trading me rapporte assez finalement? Exactement, c'est ça la question. Ok. C'est déjà rentable. Écoute, Tu vois, c'est une question qui est pertinente en vrai. Tu vois, même moi, j'aurais pu la poser à n'importe qui vendrait des formations alors qu'il fait déjà un business qui lui rapporte de l'argent. Aujourd'hui, il ne faut pas se méprendre, le trading me rapporte de l'argent, mais la formation me rapporte aussi beaucoup d'argent. Là, actuellement, c'est le flip sur les cryptos, le trading des crypto-monnaies, le forex un temps qui m'a rapporté énormément. Le forex me rapporte actuellement, mais c'est surtout les crypto-monnaies qui me rapportent le plus d'argent. Le trading des crypto-monnaies, c'est comme sur le forex, mais les formations me rapportent aussi de l'argent. Donc première chose, ça va être évidemment pour créer une source de revenus qui est différente. Comme on l'a dit, en trading, tu vas avoir des périodes de drawdown. C'est inévitable, on travaille sur un marché à probabilité, donc tu vas pas avoir un rendement qui va être constant parce que tu vas analyser les statistiques comme dans la vente de formation, que tu vas mettre en place des process, peu importe. Ça va pas être constant, ça va pas être récurrent, ça va être vraiment très variable. Là où le trading commence à devenir très intéressant, c'est quand, comme je l'expliquais, tu as un capital qui commence à être assez conséquent pour que tes périodes de profit soient suffisantes pour couvrir tes périodes de drawdown, qui peuvent s'élargir sur 1 mois, mais 2 mois, 3 mois. Moi, j'ai déjà eu des périodes de break-even où c'était stable pendant plus de 3 mois. Mais parce que c'est le jeu des probabilités, tout simplement. Donc déjà, avoir un business parallèle, vendre des formations, c'est un business parallèle. Alors moi, en l'occurrence, je vais expliquer pourquoi, mais ça peut être n'importe quel autre business parallèle. On a la chance aussi de travailler dans un domaine qui nous laisse beaucoup de temps. Quand tu sais fondamentalement ce que tu cherches sur tes graphiques, moi personnellement j'y passe très très peu de temps, tu vois, et plus le temps passe, plus c'est rapide pour moi de faire mes analyses, de faire la différence entre la bonne et la mauvaise configuration, quand bien même elles correspondent toutes les deux à ma stratégie. Plus le temps passe, plus ça va être simple pour moi de faire mes analyses rapidement. Et encore une fois, pour moi, encore une fois, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est important de faire un travail de qualité, mais ça n'empêche que plus tu as d'expérience, plus ça sera simple et rapide de faire le travail de qualité. Donc ça, c'est la première chose. Et en l'occurrence, vendre des formations, c'est pas forcément non plus quelque chose que je conseillerais, tu vois, aux gens qui vont se lancer en trading, mais par contre, je pense que c'est important de profiter de l'opportunité du fait que le trading te laisse beaucoup de temps à côté pour développer une seconde source de revenus. Peu importe le business que c'est, si tu veux monter une boulangerie ou peu importe, etc., le trading se combine avec plein de business. À partir du moment où tu as 4 heures en plein dans ta journée, ou même pas, que tu peux surveiller en tout cas des graphiques sur ta journée, quand tu sais exactement ce que tu cherches, quand tu es déjà rentable, quand tu traites ta stratégie depuis plusieurs années, je pense que vraiment il faut profiter de ce temps pour monter un autre business, pour couvrir ces périodes de drawdown. cette incertitude. Ouais, cette incertitude du marché, sur tes résultats, etc. Je pense que c'est bien d'avoir un autre business pour le couvrir. En plus, avec le trading, quand tu commences à avoir un capital qui est conséquent. Et au-delà de ça, moi j'ai surtout mon projet du coup avec le fonds spéculatif, parce que pour moi la vente des formations n'est pas du tout une finalité. Et alors je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos aussi. Au début, c'est pour ça que j'avais lancé le programme d'accompagnement, pour le projet par la suite de créer un fonds spéculatif avec les élèves que je vais former, donc de faire une vraie société de gestion de fonds. Et très rapidement, c'est devenu un business à cash flow parce qu'on a eu l'explosion du marché de la formation. On a eu beaucoup de gens qui étaient intéressés, moi-même qui commençais à me faire connaître sur les réseaux. Donc, très rapidement, c'est devenu un business à cash flow. Et je me suis rendu compte que sur le long terme, en fait, ça sert à rien de créer un business à cash flow, sachant que le trading sur le côté va déjà me rapporter de l'argent sur le court terme. Et comme moi, je veux vraiment monter quelque chose qui dépasse tout ce que je fais actuellement, qui est vraiment bien plus gros que ce qu'on peut voir actuellement sur les réseaux, etc., créer une vraie société de gestion de fonds. Dernièrement, on a réouvert du coup le programme d'accompagnement pour uniquement les personnes qui sont vraiment déterminées à faire du trading leur métier. Donc on a dégagé aussi beaucoup de personnes qui n'étaient pas intéressées. Et là, on a fait rentrer peut-être depuis 2-3 mois, peut-être 4-5 personnes, je pense, dans le programme d'accompagnement, et c'est vraiment des profils qui sont très qualifiés. Et le projet à terme, c'est surtout d'en faire des traders indépendants, mais par la suite, potentiellement, les recruter dans mon fonds spéculatif pour en faire des gestionnaires de fonds. Mais pour répondre à la question de manière générale, c'est surtout que le trading te laisse beaucoup de temps, que non seulement, je pense que c'est intéressant de couvrir ces périodes de drawdown et de créer une source de revenus qui est plus stable, mais en plus de ça, de mettre le temps que ça te laisse à bénéfice en créant un nouveau business. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? 100%. Déjà, je suis complètement d'accord avec les éléments que tu viens de me partager, et j'ajouterais même que lorsque tu es jeune, lorsque tu as la dalle, lorsque tu fais du trading, on fait partie d'une minorité, hein. La plupart des gens ne prennent pas ces risques. Lorsque tu vois des entrepreneurs
qui ont d'autres business, qui font de l'argent, qui ont des voitures, X, Y, Z, tu as cette ambition naturelle qui va être au fond de toi. Donc nous, on la met dans le trading, mais cette ambition, elle n'est pas assouvie à 100% avec le trading. Parce qu'une fois qu'on a fini notre session de trading, il nous reste toute une après-midi, par exemple, on ne va pas forcément passer cette position. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va jouer à la console? Non. Est-ce qu'on va aller regarder un cinéma? Non. Est-ce qu'on va aller faire X, Y, Z, faire du sport, je sais pas quoi? Évidemment que non. L'idée, c'est vraiment de continuellement nourrir cette ambition. On le fait en priorité avec le trading, mais derrière, on a X compétences, on peut monétiser X compétences. Si ça peut aider des gens, c'est parfait. Si ça peut nous faire des contacts, c'est parfait. Si ça peut nous faire encore plus de cash flow, c'est parfait. Et surtout, ça nourrit cette ambition. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de continuellement nourrir cette passion de création. Et du coup, le trading nous permet, avec cette compétence-là, de pouvoir faire d'autres choses. Donc ça serait dommage de se priver. Donc c'est principalement pour ça qu'on lance d'autres activités en parallèle. Ouais. Donc, je suis totalement d'accord. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié d'ajouter ce point, mais c'est vrai que nous, les traders, on a des mentalités d'entrepreneurs. Si on s'est lancé dans ce domaine, c'est qu'on avait cette envie de faire de l'argent, on a une flamme qui nous pousse à faire plus. Et le trading, effectivement, n'est pas suffisant pour assouvir cette flamme. Et je pense que monter d'autres business, en l'occurrence, dans la majorité des business, généralement, tu peux développer, tu peux analyser, tu peux structurer, tu peux mettre en place de nouvelles choses, agrandir tes teams, etc. Il y a toujours des choses à faire. Le trading, quand tu atteins la rentabilité, il n'y a plus vraiment grand chose à faire en fait. Donc c'est vrai que ça n'entretient pas cette flamme. Et monter des business aussi à côté, notamment, ça peut. C'est vrai que comme tu dis, on ne va pas jouer à la play parce qu'on a fait notre session. Alors on peut, mais nous en tant qu'entrepreneur, on a toujours un truc qui nous dit vas-y, va faire un vrai truc de ton temps, tu vois. Donc ouais, je suis totalement d'accord. Et j'aimerais ajouter que, premier degré, les meilleurs traders que je connaisse, ils font pas que du trading. Les traders les moins bons que je connaisse, comme par hasard, ils font que du trading. Pourquoi? Parce que une fois que tu as fini ta session de trading, tu as l'ennui qui arrive, tu sais pas quoi faire. Et bien quand tu es passionné de trading, tu vas te replonger sur les graphiques et tu vas commencer à faire de l'overtrading, chercher des positions que tu devais de base pas prendre par ennui. Tu vas trader parce que tu t'ennuies. Sauf que quand tu as des business, quand tu as des clients, quand tu as des voyages, quand tu as des podcasts à tourner une fois que tu as pris ta position qui respecte ton plan, mais derrière, tu vas pas faire de l'overtrading parce que tu t'ennuies. Non, tu t'ennuies pas quand tu es entrepreneur. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Le trading, ça va nous aider en tant qu'entrepreneur parce qu'on va potentiellement monétiser cette compétence. Et l'entrepreneuriat, ça va aider à notre trading parce qu'on va pas faire d'overtrading, parce qu'on va faire des contacts, on va développer des nouvelles visions avec les voyages, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui se couple énormément. Dans un premier temps, quand tu commences, ne t'éparpille pas partout. Si tu n'es pas rentable en trading, si tu ne vis pas de cette activité, ça ne sert à rien de lancer quelque chose en parallèle. Tu vas juste diluer ton énergie. Mais une fois que tu es vraiment rentable, que tu vois que tu as pas mal de temps devant toi et qu'il ne faut pas forcer la position et justement tu ne sais pas trop quoi faire de tes journées, lance une activité à côté et tu n'es pas obligé de lancer une activité dans le trading. Tu vois, tu peux faire n'importe quoi. Tant que ça te passionne, tant que c'est en accord avec tes valeurs et que tu as vraiment cette vision long terme, tu peux lancer tout n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Totalement. Ok, prochaine question. Si tu revenais à zéro avec le trading et que tu avais seulement 1000 € à investir, qu'est-ce que tu en ferais? Donc j'ai juste 1000 €, je veux me lancer dans le trading, j'ai aucune compétence, aucune connaissance et mon capital c'est 1000 €, qu'est-ce que je ferais? Ouais. Ok. Ou alors pas spécifiquement un capital de 1000 €, mais j'ai 1000 € sur 1000 mon compte. Okay. Qu'est-ce que tu en ferais? En prenant du recul avec toutes les années d'expérience, je pense que déjà le premier truc que tout le monde aurait fait c'est vantagefx.com, boum, on pose 1000 € sur un broker. Et en quelques semaines, on a cramé les 1000 €. On crame le compte. Voilà, exactement. Donc, évidemment qu'avec le retour, avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, les appels qu'on a fait, etc., c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Donc moi, je vais le parallèle, il est très simple. On va prendre un chirurgien. Okay, un chirurgien qui n'a pas la compétence de la chirurgie, il va pas opérer un corps. Ça fait pas sens, il va tuer le mec. Tu vois ce que je veux dire? Un trader, c'est pareil. Un trader qui n'a pas la compétence d'être rentable, il va pas faire du trading, il va juste cramer le compte. Si tu sais pas faire de l'argent avec le trading, maintenir ton capital comme un trader rentable, pourquoi t'essayes? Tu vas juste finir par le cramer le compte, c'est juste logique. C'est tellement complexe, entre guillemets, au niveau des statistiques d'être trader rentable que si tu l'es pas, ne t'essaie pas au trading avec de la vraie argent, tu vas juste cramer le compte. Donc, première chose, on voit par ce parallèle-là qu'il faut pas que tu mettes de l'argent sur un vrai compte parce que tu vas cramer l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire concrètement? On va le mettre dans nos compétences. Si on n'a pas la compétence d'être trader rentable, on va faire quoi? On va l'investir dans notre compétence. Parce qu'on est le propre cerveau de notre vie, de notre business, de notre trading. Donc s'il y a bien un endroit à investir, ce n'est pas les crypto-monnaies, ce n'est pas le S&P 500, c'est bien nos compétences à nous. Ouais. Et une fois que tu auras ces compétences, là tu pourras
aller chercher des capitaux plus importants, vivre de cette activité. Mais tout commence d'une compétence et c'est pas en tradant un peu avec 1000 euros, levier x500, je sais pas quoi, que tu vas vraiment apprendre le trading. C'est vraiment en te formant, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans des formations, des accompagnements X, Y, Z. Donc pour répondre concrètement à la question, qu'est-ce que j'aurais fait avec 1000 euros? J'aurais mis 1000 euros dans un accompagnement, quelqu'un qui fait sens, quelqu'un qui a la situation que je veux, quelqu'un qui a la même vision que moi des marchés et quelqu'un qui a des garanties qui me correspondent, que j'ai confiance à 100%. Donc je l'aurais mis dans mes compétences et je l'aurais pas mis sur un compte de trading parce que je me serais retrouvé avec 0 compétences et 0 sur mon compte au bout de quelques semaines. Surtout que nous, en trading, on a la chance d'avoir quand même un environnement qui est quasiment identique au réel avec les comptes de démonstration. Et on peut vraiment trader en illimité avec les comptes de démonstration jusqu'à avoir de vraies performances, des vraies statistiques sur son trading. Je pense que c'est très dommage d'aller cramer de l'argent par ego, parce qu'on se dit, bon, c'est bon, je sais déjà tout, je peux commencer à faire fructifier mon capital et faire des rendements qui vont être intéressants. Dans un premier temps, la première des étapes, c'est pas de backtester, de faire ce que tu veux, avant de te lancer en compte réel, c'est d'avoir des statistiques sur un compte de démonstration avec de l'argent fictif, avec lequel tu as pu prendre le temps de t'entraîner et commencer à faire des premiers mois de trading, des premières sessions, des premières semaines, des premiers mois, et avoir des premières statistiques en tout cas qui vont te montrer que concrètement tu es rentable sur le long terme, et ensuite penser à investir effectivement sur un compte live. Mais alors il y a une chose aussi, c'est que je pense qu'il y a quand même un intérêt d'une certaine manière à avoir quand même un premier capital en compte live avec lequel tu vas vraiment très très peu risquer sur tes positions. Je trouve que c'est toujours bien aussi de te mettre dans un environnement qui est réel, parce qu'au-delà de ça, en démonstration, tu restes quand même conscient que tu es dans un environnement qui est fictif, avec de l'argent fictif, etc. Donc, tu n'es pas totalement dans des conditions qui sont réelles. Non seulement parce que généralement, tu ne vas pas avoir les commissions, parce que évidemment, c'est quelque chose qu'il faut totalement prendre en compte, même s'il y a beaucoup de gens qui le mettent sur le côté quand ils se forment en trading, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et également, côté psychologie, c'est vraiment différent de trader avec ton argent plutôt que de l'argent qui t'appartient pas, ou de l'argent qui est fictif, en tout cas comme si tu étais sur un jeu. Donc je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un petit capital, même un capital de 100 euros, franchement 200 euros juste pour commencer, mais au moins tu te mets dans les conditions qui sont purement réelles, et sur le côté tu continues à te former, tu continues à t'exercer en démo, tu prends quelques positions sur ton compte live, etc. Mais au moins tu te mets en conditions réelles et tu vois concrètement ce que c'est de trader sur les marchés avec ton vrai argent, de pratiquer le métier de trader indépendant. Et par la suite, évidemment, te lancer à augmenter petit à petit ton capital quand tu commences à faire des résultats qui sont intéressants avec les comptes de démonstration. C'est ça. Donc dans un premier temps, aller sur du démo et investir l'argent, le temps et l'énergie dans les compétences. Et une fois qu'on commence à toucher à quelque chose, une fois qu'on commence à comprendre, pourquoi pas se mettre dans un environnement un peu plus pertinent, un peu plus proche de la réalité d'un trader et commencer à mettre 50, 100 euros. Évidemment, c'est pas ça qui va faire que tu vas t'expatrier à Dubaï, mais ça te débloque des shifts mentaux, ça te confronte à ta psychologie. Spoiler, la psychologie, c'est le plus important en trading. Donc ça te confronte à ta propre psychologie, le fait d'avoir ton propre argent. Mais ça, c'est vraiment dans un second temps. Si là, tu écoutes le podcast et littéralement, tu débutes le trading, tu sais même pas ce que c'est un order block, par exemple, ne mets pas l'argent sur un compte réel, tu vas juste perdre de l'argent, du temps, de l'énergie, c'est pas le but. Commence à te former, c'est le plus important. Ouais. Prochaine question. Question suivante, Gaël. On va un peu bifurquer de trajet, aller dans un sujet un peu différent qui est vraiment intéressant. Est-ce que avoir une copine ou un copain, pour les femmes qui regardent le podcast, c'est compatible avec cet univers entrepreneurial, cet univers du trading, vraiment quand tu veux lock-in, les 5, 10 ans, concentré sur l'argent, est-ce que c'est compatible ? Alors moi, personnellement, je pense que c'est compatible. Mais évidemment, tout n'est jamais noir ou blanc. Donc je pense qu'évidemment, il y a des nuances. Et je pense que ça va beaucoup dépendre de la mentalité de ta copine, en fait. Si elle comprend ta situation, si tu as une copine qui n'est pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat, etc., tu peux lui expliquer. Mais si elle n'arrive pas à comprendre ta situation, comprendre que quand tu es entrepreneur, quand tu es trader indépendant, tu vas avoir des périodes qui sont plus compliquées, que des fois on va pas pouvoir sortir pour aller manger au restaurant, des fois il va falloir le soir rester parce que toi tu as du travail à faire, tu as des choses à faire, etc. Si tu as une copine qui n'est pas capable de comprendre ça, et que malgré tout, évidemment quand tu es au début d'une relation et que tu as l'impression du moins, ou que tu as l'impression d'avoir trouvé la femme de ta vie, ton amour va toujours être plus fort que
juste rester chez toi et puis au final charbonner parce que c'est ce que tu dois faire. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention avec ça, dans le sens où ta copine peut très rapidement aussi devenir la personne qui va faire que ta situation va commencer à se stabiliser. En vrai, 100% d'accord avec ça, et j'aimerais faire parallèle avec une autrice qui a écrit un livre, qui travaillait dans les soins palliatifs, qui a écrit un livre justement sur les 5 plus grands regrets des personnes avant de mourir. Donc c'est un soin palliatif, je ne travaille pas en médecine, mais vous voyez un peu ce que c'est, je crois. Donc l'idée, c'est que la plupart des gens, surtout les gens fortunés qui ont fait de l'argent, trading, entrepreneuriat, peu importe, mais leurs regrets, ça ne va jamais être des regrets financiers, ça va être des regrets de l'humain, donc des émotions, Émotionnel, ouais. de l'amour, Ok. etc., etc. Et avec le recul, avec la maturité, c'est une mauvaise chose de penser que c'est incompatible. Et avec une bonne organisation et avec le bon choix de la personne, comme tu m'en as parlé, c'est des choses qui peuvent être compatibles. Et il n'y a rien de plus beau que prendre une personne quand tu n'as rien, quand tu es au tout début, ça peut pas être plus sincère. Quand tu possèdes rien, la personne elle t'aime que toi parce que tu possèdes rien. Donc ça peut pas être plus sincère. Et il n'y a rien de plus beau que amener la personne dans le chemin avec toi. Et je pense que n'importe qui regardera la vidéo sera d'accord que vaut mieux réussir avec quelqu'un et commencer avec ça quelqu'un depuis tout le début plutôt que trouver quelqu'un une fois que tu as réussi, mais tu douteras toujours de sa sincérité, tu douteras toujours de toi, ça va te perdre un temps fou. Et on va pas se mentir, le temps qu'on aura plus tard, il a beaucoup plus de valeur, parce que notre taux horaire sera beaucoup plus grand, que le temps qu'on a maintenant. Par exemple, maintenant, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent enchaîner des petits boulots, nanana, échanger leur temps contre 15 €. Il n'a pas énormément de valeur, ce temps-là. Par contre, le temps, quand tu seras millionnaire, il a énormément de valeur. Donc, il faut se concentrer à un moment de ta vie pour trouver une copine, quelqu'un de sincère, il vaut mieux utiliser du temps qui n'a pas de valeur pour trouver cette copine, plutôt qu'utiliser du temps qui a de la valeur. Et ça serait dommage de faire 15 ans d'entrepreneuriat, faire des millions, et là, passer 6 mois à trouver une copine alors que tu aurais pu scaler ta boîte. Ouais. Ce temps a beaucoup trop de valeur, et vaut mieux la prendre dès le début, entre guillemets, cette femme ou alors cet homme, peu importe. Donc ça, c'est mon avis sur la question. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Et c'est complexe, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de discussions. Et le choix de la personne est plus important qu'on le pense. Ça veut dire qu'il faut vraiment une personne qui te suit dans tes projets, qui est alignée avec toi à 1000% et qui te comprend. Et au fur et à mesure, ça va même devenir un why. Donc tu vas même travailler justement pour cette personne et ça va être un boost. Au début, non. Au début, ça va être une perte de temps. Mais à terme, ça va être un boost. Donc en vrai, écoutez votre cœur et pas que votre cerveau. Je pense que c'est ça la vie aussi. Ouais. Je suis d'accord. Et surtout ne pas la trouver à Dubaï. Détail très important. Ouais, c'est ça. Vous pouvez la trouver n'importe où, mais Dubaï, évitez les gars. Ouais, Dubaï, évitez, elles sont terribles ici. Ok, prochaine question du coup. On va reparler un petit peu de trading. Est-ce que selon toi, c'est obligé de faire de l'analyse fondamentale dans ton trading pour être rentable sur le long terme? Ok, donc est-ce que l'analyse fondamentale est nécessaire si on veut aller chercher une rentabilité en trading sur le long terme? Ok. C'est vrai que c'est une question ultra intéressante parce qu'en ce moment, sur les réseaux, YouTube, etc., on voit une explosion de l'analyse fondamentale. Concrètement, énormément de formations, d'accompagnement qui sont vendus avec comme marketing analyse fondamentale parce que ICT, SMC, en fait, c'est du scam. Et du coup, il faut l'analyse fondamentale. C'est ça le vrai truc. Donc en vrai, c'est intéressant. Et ICT, c'était pareil, hein, c'est du marketing. SMC, c'est du marketing. Tout est du marketing. Mais donc, est-ce qu'au fond, réellement, on en a besoin ou pas? Moi, mon avis, c'est que tant que tu as un edge au long terme, tant que tu as cet avantage probabiliste, c'est ça un edge, un avantage probabiliste sur le marché, l'objectif, c'est pas quel edge tu vas avoir, que tu sois sur du ICT, sur du SMT, sur du figure chartiste, sur des patterns, des drapeaux, nanana. On s'en fout du edge que tu utilises, tant qu'il est rentable au long terme et tant qu'il te correspond, c'est ça le plus important. Donc, on peut être rentable uniquement en fondamental, on peut être rentable uniquement en technique, on peut être rentable en fondamental et en technique. Le plus important, c'est pas ce que tu vas utiliser, c'est est-ce que tu es en mesure, toi, de le respecter au long terme et est-ce que ça va te correspondre. Donc ça, c'est ma réponse à la question. Donc, est-ce que c'est nécessaire? La réponse est non. L'analyse fondamentale n'est pas nécessaire pour être rentable au long terme en trading, mais tu peux l'utiliser dans un hedge, mais tu n'es pas obligé de l'utiliser dans un hedge. Voici ma réponse. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense pas non plus qu'elle soit nécessaire. Je suis quasiment sûr à 99% que je serai rentable en trading sans utiliser l'analyse fondamentale, étant donné que même actuellement, je ne l'utilise pas vraiment beaucoup, si ce n'est quasiment pas du tout en fait. Je l'utilise pour surveiller les annonces économiques dans mon analyse technique, mais en réalité, je m'en sers quasiment pas. Et puis maintenant, tu vois, je connais à peu près les dates
des grosses annonces économiques qui vont vraiment secouer le marché parce que c'est du récurrent généralement sur celles qui vont impacter en tout cas le marché des US. Et de manière générale, je fais quasiment jamais d'analyse fondamentale, même pour du... En fait, justement, je pense que l'analyse fondamentale est plus intéressante quand tu vas avoir un style de trading à long terme, mais vraiment à très long terme. En fait, je vois mal comment tu peux être rentable en faisant uniquement de l'analyse fondamentale, même sur le court terme. Mis à part du coup de trader les news, je vois pas comment tu peux te servir des annonces économiques pour faire des gains, parce que je connais des stratégies qui se basent sur des probabilités et qui sont rentables sur le papier avec l'analyse fondamentale. Mais en condition live, j'ai déjà essayé de trader les news. Je sais pas si tu as déjà essayé de trader les news en live, Non. mais généralement, en fait, il y a un gap qui va se créer parce que les liquidity providers qui sont connectés au broker ne sont pas en mesure de fournir assez de liquidité pour faire suivre le prix, le vrai prix et celui que ton graphique va afficher. Et donc, généralement, tu vas te taper un drawdown de fou, et même si l'annonce économique elle va dans ton sens, le drawdown il va être tellement gros que ça va te sortir à stop loss. Donc je vois mal comment tu peux être rentable en fait sur le très court terme uniquement entrer dans les annonces économiques ou en te servant du fondamental. Mais encore une fois, je suis prêt à laisser le bénéfice du doute, en tout cas étant donné que c'est pas vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Moi, je me suis toujours concentré uniquement sur le technique, et le technique est largement suffisant, même totalement suffisant pour avoir des rendements qui sont très très intéressants. Donc non, évidemment, le fondamental, il n'est pas du tout nécessaire. Maintenant, pareil, je laisse le bénéfice du doute pour est-ce que ça marche ou pas sur le court terme. Sur le long terme, je pense que ça peut être intéressant, effectivement. Mais sur le court terme, personnellement, de ce que j'ai expérimenté, j'ai du mal à voir comment tu peux être rentable avec des stratégies uniquement sur le fonda. Je sais pas ce que tu en penses. Ok. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité générale en trading. Un mec qui va allumer sa caméra et un mec sur YouTube qui va allumer sa caméra et qui dit c'est comme ça que ça marche le trading, c'est pas autrement. Je pense que pour la plupart, c'est des scammers. Ouais, tu vois. bien sûr. La réalité des choses, c'est que si tu as un edge, un avantage probabiliste sur le marché, peu importe ton edge, encore une fois, si tu es en mesure de le respecter, tu vas être rentable. Et si tu regardes juste le marché de l'or, on connaît tous le marché de l'or, à la hausse depuis des années, c'est pas une surprise pour personne. Mais est-ce que j'ai besoin d'analyse fondamentale pour savoir que le marché est à la hausse? Non, j'ai juste à regarder le graphique. Bon, ça fait des années qu'il est à la hausse, il est à la hausse. Donc, si là, maintenant, tout de suite, j'achète le marché de l'or, RR de 1 par exemple, est-ce que j'ai plus de chances de prendre un stop loss ou un take profit? J'ai plus de chances de prendre un take profit. Est-ce que ça veut dire que je vais prendre un take profit? Non, je vais peut-être prendre un stop loss, c'est des probabilités. J'ai plus de chances d'en prendre un take profit. Donc, sachant ça, je viens de créer un micro-hedge, entre guillemets. Évidemment qu'il faut ajouter des confirmations, évidemment qu'il faut ajouter des règles pour toi te cadrer, mais je viens de créer un hedge. Et si je suis en mesure de respecter ce hedge au long terme, je vais être en mesure de faire l'argent sur les marchés parce que j'ai les probabilités dans mon sens. Et est-ce que pour créer ce hedge, j'ai eu besoin d'analyse fondamentale? Non, j'ai juste regardé une tendance. Je pense qu'il y a une grosse partie qui va nuancer ton propos, c'est aussi l'aspect psychologique. Je pense que c'est assez simple de mettre les probabilités de son côté et de trouver une stratégie qui, de par les probabilités, est rentable sur le long terme. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, avec un RR de 1 pour 1, tu achètes un marché qui monte, dans les probabilités, tu as plus de chances de gagner que de perdre. C'est factuel. Maintenant, est-ce que tu penses que la majorité des traders, ils auraient la discipline de respecter une stratégie à la lettre sur le long terme, sur chacun de leurs trades, ou ils vont toujours clôturer leur trade à 1 pour 1? Ils vont pas over-trader dès qu'ils vont prendre un SL parce qu'évidemment, les tendances ne montent pas comme des lignes droites. Il y a toujours des plus hauts, des plus bas, etc. Donc, toujours se baser uniquement sur la tendance. Mine de rien, il y a quand même des confirmations à prendre en compte. Et même si tu trades uniquement les probas, il y a quand même des choses qui sont très importantes à prendre en compte, même si sur le papier ça peut paraître très simple parce qu'on travaille dans un environnement qui est chaotique, donc évidemment aucune des configurations sera toujours les mêmes. Donc je pense qu'il y a une grosse partie quand même psychologie, même si être rentable en soi, je pense pas aussi que ça soit la chose la plus dure, mais je pense que les gens surtout sous-estiment à quel point la psychologie est une partie très importante du jeu et de ta rentabilité sur le long terme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont le potentiel, en tout cas de par leur connaissance, d'être rentables sur le long terme, mais qui derrière n'ont pas la psychologie de faire le travail qu'il faut sur le long terme, justement pour avoir les performances que leur connaissance pourrait leur permettre d'avoir. C'est ça, 100%. De toute façon, en trading, pour faire de l'argent, il faut deux choses. Il faut un hedge, un avantage probabiliste sur le marché, en ton sens. Et la deuxième chose qu'il faut, c'est être en mesure de savoir le respecter, ce hedge. C'est aussi simple que ça. Si tu as les deux, tu fais de l'argent. Et évidemment, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, oui, ça suffit pas. Il faut des confirmations supplémentaires, il faut des règles, il faut savoir sur quel marché tu vas trader, il faut des choses qui te font sens. Mais c'est simplement pour prendre un exemple de, ok, qu'est-ce que ça donne si jamais tu as un hedge sans fondamental? Eh bien, ça donne ça, tu peux être rentable. Mais il y a toute une partie psychologique qui va derrière.
Et encore une fois, j'ai pris l'exemple de si et seulement si tu es en mesure de respecter ce edge. Ouais, Mais en tout cas, tu peux trouver un edge sans utiliser d'analyse fondamentale. Tu peux trouver un edge. Totalement. Ok, bah écoute, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Je pense qu'on a on a essayé d'apporter en tout cas beaucoup de valeur dans cette vidéo. Plus que la dernière, du coup, on avait beaucoup fait de storytelling et c'était important pour nous du coup de refaire un podcast pour parler concrètement de trading et essayer d'apporter un petit peu plus de valeur que la dernière. Donc, bah écoute, on invite les gens à non seulement se rendre sur ta chaîne YouTube, qui sera dans la description épinglée également, du coup, sur le premier commentaire de cette vidéo. Et on invite aussi les gens du coup à nous poser toutes leurs questions, celles auxquelles on n'a pas pu répondre dans ce podcast, pas eu le temps ou pas noté en tout cas, dans les commentaires. Nous dire aussi ce qu'ils ont pensé de ce podcast, s'ils veulent de prochains podcasts, à liker et s'abonner évidemment. Merci à tous d'avoir suivi le podcast et puis à très vite du coup dans la prochaine vidéo.